L'atelier des médias, Steven Jambeau. Je vous emmène à N'Djamena, dans les locaux de Wenak Labs. Ce lieu moteur de l'écosystème numérique tchadien vient d'ouvrir un Media Lab. Comprenez une structure destinée à accompagner celles et ceux qui veulent entreprendre dans le secteur des médias. J'ai rencontré l'équipe d'encadrement de ce projet ambitieux et certains jeunes qui en bénéficient déjà. L'atelier des médias avec Steven Jambeau. Dimanche, à partir de 11h10 TU. RFI. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Saralou Bakouche. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est vendredi et c'est donc le Café des Sports dans Radio Foot International. Un café servi pour tout le monde, pas de jaloux, à l'antenne de RFI, aux téléspectateurs de Facebook Live et ceux de France 24 à 21h10, temps universel. Le café que nous vous servons aujourd'hui s'annonce brûlant. On va débriefer le tirage les tirages au sort de la Ligue des Champions et puis d'une ligue à une autre, nous parlerons de la Ligue africaine de football. Enfin, place au retour d'un grand André Onana qui va faire son retour dans les cages des Lions indomptables. Et puis pour terminer, un petit coup d'œil aux affiches du week-end en France ainsi qu'en Angleterre. Pour en débattre, nos consultants du jour, Ludovic Duchesne, bonjour. Enchanté de vous retrouver. Enchanté. Vous un peu plus que mes camarades, mais je suis content d'être là. Formidable. C'est tant mieux. Vous allez bien ? Très bien, toujours. Chérif Guémour, bonjour. Bonjour Sarah Lou. Enchanté également. Ah, enchanté. Enchanté. Comment vous allez, Chérif ? Super. J'ai fait du vélo ce matin. Ah, c'est bien. Encore. Et vous, Rémi, vous êtes venu en vélo aujourd'hui ? Ne vous en faites pas. Je suis venu à pied. D'autant plus que je devais rencontrer le Rastaman qui est à côté de moi, Bob Marley du football. Et à côté de moi, en face, c'est le plus grand sapeur congolais. Papa Wemba, Xavier Barré. Rémi Ngono, évidemment. Comment vous allez ? Tout va bien à part ça, Eric. Rémi. Ne vous en faites pas. Surtout, ça va très très bien. Et tout le monde m'a demandé de saluer Xavier Barré qui avait une merveilleuse veste rouge la dernière fois. Et cette fois-ci, il est venu en bleu. Il m'a déjà battu au niveau de la sape. Je signe l'abandon. Xavier Barré, meilleur sapeur que Rémi Ngono. Mais que se passe-t-il ? Oui, bonsoir à tous. Bonjour Sarah Lou. Oui, je suis flatté par ce compliment, ce qui est assez inhabituel dans la bouche de Rémi Ngono à mon égard. Bref, vous avez le programme. Notre émission a été préparée à l'aide de David Finzel et de Pierre-Olivier Guérand. Merci également à Steven Elsley et Swell Kedir qui sont à la réalisation vidéo. Et puis au son, on retrouve comme d'habitude le maestro Salerno. Vous avez le programme, on s'installe. Le Café des Sports, le coup d'envoi, c'est maintenant. Encore les affiches, mais on connaît les groupes de la phase de poule de la Ligue des Champions. En ce qui concerne les clubs français, donc le Paris Saint-Germain et Lens, ils ne sont pas forcément dans des groupes dits faciles. Le Paris Saint-Germain est dans le groupe F. Les champions de France en titre ont pioché la plus forte équipe du chapeau 3, c'est-à-dire l'AC Milan, la plus redoutée du chapeau 4, Newcastle, mais aussi le Borussia Dortmund. Alors, est-ce qu'on peut appeler, Chérif Guémour, à juste titre, ce groupe ce groupe de la mort ? Non, pas à ce point-là. Évidemment, on était habitués toutes les dernières saisons avec le PSG. Il y avait toujours un petit, entre guillemets, ce qui permettait de prendre 6 points comme ça à l'aller au retour. Là, il n'y a pas de petit. C'est du solide, du très solide. Nos craintes, c'est qu'avec le début de championnat du PSG, puis il était très agité, on n'est pas très rassuré, mais a priori, pour moi, il ne devrait pas y avoir d'inquiétude non plus. C'est des équipes qui sont à la portée du PSG. Mais quel PSG ? Là est la question. Le PSG, non, moi je suis pas du tout d'accord avec Chérif Guémour. C'est le groupe de la mort. Vous avez vu les autres ? Mais oui, là tu as 4 clubs qui peuvent légitimement prétendre à la qualification. Dans les autres groupes, il y en a toujours un petit, comme tu l'as dit. Et par le passé, effectivement, on peut reprendre les listes. Le PSG a toujours eu un petit dans son groupe, voire 2 petits. Mais là, les 4 veulent se qualifier. Milan, bien sûr. Le Borussia Dortmund, ils ont également déjà gagné la Ligue des Champions. Newcastle revient avec une énorme ambition. Donc les 4 clubs veulent se qualifier.
Et c'est nouveau ça pour le PSG. Jamais dans leur histoire récente, ils ont eu un groupe aussi relevé. Et c'est pour ça que ça va être intéressant, parce que ce PSG-là qui a déjà eu des groupes difficiles. Il y en avait eu un lors de la saison 2018-2019. Ils étaient avec Liverpool, Naples et l'Étoile Rouge. C'était un groupe difficile. Voilà. Mais bon, l'Étoile Rouge était quand même un petit à cette époque. Ce qui avait perturbé le déroulement de ce groupe, c'est que l'Étoile Rouge avait battu Liverpool. Tout à fait. Ils les avaient surpris. Du coup, Liverpool avait été obligé de rattraper ces 3 points perdus et ça avait donné une sacrée bataille à 3. Mais une bataille à 4, ils en ont jamais eu. Jamais eu le PSG. Et là, ça va être nouveau. Ils vont avoir un automne où ils vont devoir être extrêmement compétitifs face à d'autres adversaires qui ne sont pas plus forts qu'eux, c'est vrai, mais qui veulent se qualifier, qui se sont donné les moyens. Alors, on va regarder dans le détail les équipes. Non, allez-y. Non, j'avais demandé si Rémi Ngono pourrait, pour une fois, peut-être partager l'analyse de Xavier Barré. Jamais. D'accord. C'est une question de principe. Ne vous en faites pas, parce que de toutes les façons, quand on parle du groupe de la mort, même si on venait avec vers de terre d'Ongoumou, c'est-à-dire vers mon village là-bas, si on prenait Vipère Club du Congo, si on venait même encore avec Crapaud Club du Gabon, Paris serait toujours dans le groupe de la mort, puisque Paris n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Donc Paris d'office est mort. Donc maintenant, lorsqu'on essaie de regarder la composition de ces groupes-là, on se dit quand même que aujourd'hui, Luis Enrique arrive là. Luis Enrique vous a dit en début de saison que le Paris Saint-Germain fait partie des favoris de toutes les compétitions. Il doit aller au bout. Mais nous sommes au début de la compétition, on parle déjà de la mort. La mort n'est pas au début de la compétition. De toutes les façons, depuis l'ère Qatari, on n'a pas connu ce qu'on appelle le groupe de la mort. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que ce PSG... Donc Rémi est un peu d'accord avec moi. C'est qui signifie que... Non, il n'y a pas de mort là. Il n'y a pas de groupe de la mort. C'est une expression. Je vois plutôt... non. Je vois bien d'autres équipes encore dans des groupes un peu plus relevés. Si vous me dites aujourd'hui que... C'est un groupe qui laissera forcément un club ambitieux complètement éliminé des coupes européennes. Le PSG a été avec le Real Madrid dans les mêmes groupes. Le PSG a été avec Manchester United. Ils étaient deux pour 2 places. Même quand l'année dernière, ils étaient 2 pour 2 places. L'année dernière, le PSG, là, ils sont 4 pour 2 places. Le PSG était avec qui? Avec Benfica. Et la Juventus. Et la Juve et PSG, malgré le fait qu'on voyait que c'était un groupe passable, a fini en 2e position. Et nous connaissons la suite. Et il y avait le Maccabi Haïfa. Et en fait, ils étaient 3 pour 2 places. Là, ils sont 4 pour 2 places. Ça va changer beaucoup de choses. Mais ça va changer une seule chose, c'est-à-dire que, comme d'habitude, vous commencez toujours à trouver des excuses et vous dites maintenant que c'est un groupe très, très dur. Mais le problème, c'est que quand vous commencez comme ça, avec le PSG n'avance jamais, le PSG n'a jamais de grandes ambitions. Et comme le dit un proverbe africain, la mauvaise plaie guérit, mais la mauvaise réputation tue. En 2 mots, vous êtes d'accord? Et surtout, pour conclure, j'aimerais avoir les mots de Ludovic moi, je suis Duchesne, pas que je très vous ai fan vu. de tous ces termes-là, guerrier, tout ça. Non, c'est pas mon truc. Moi, on parle de foot, on parle de sport. Groupe de la mort, pour moi, ça veut rien dire. C'est un groupe qui est le plus dur, je pense, de cette compétition, même si je trouve que le groupe C, avec le Naples, Real, Braga et Union de Berlin, c'est un groupe très bon, très fort aussi. Très fort, voilà. Soyez patients, on va en parler. Dans ce cas, groupe de la super mort. Très fort aussi. Après, est-ce qu'on doit être inquiet? Je pense que le Paris Saint-Germain a un effectif pour jouer avec des champions et pour jouer tous ces matchs. Donc, moi, je suis pas forcément inquiet par ce groupe. C'est sûr qu'il est relevé. Mais encore une fois, si Paris veut aller plus loin, si Paris veut aller... alors peut-être que ce groupe fera que Paris terminera 2e, mais la dernière fois que le PSG a affronté Dortmund, ça s'est plutôt bien passé, ils ont été en finale avec des champions, donc c'est peut-être un présage aussi, mais en tout cas, il faut jouer toutes ces équipes. Paris a rarement eu de la chance au tirage, je parle des phases d'élimination directe, où ça a été souvent catastrophique. J'ai noté Manchester, le Barça, le Barça 2 fois, le Real 2 fois, Chelsea. Oui, mais là, on parle de la phase de poule. Oui, mais moi, je parle du tirage au sort, c'est la même chose. Jusqu'à présent, ils avaient toujours été plutôt bien servis. C'est normal, ils sont tête de série, Xavier. Ils n'ont jamais eu de groupe très difficile. C'est normal. On va quand même revenir à des considérations générales. À chaque fois qu'il y a un tirage au sort avec le PSG, que ce soit les 2 poules, 8e, quart de... Toutes les équipes prennent de jouer contre le PSG. L'équipe qui fait le plus peur sur le papier, c'est le PSG. C'est pas Dortmund ou Milan. L'équipe qui fait le plus peur, qui a l'avantage psychologique, c'est le PSG. On va le rappeler. Moi, j'émets des doutes sur ce qu'on a vu, une fois de plus, par rapport à l'été agité
Et par rapport au début de championnat, maintenant, quand on prend le groupe en valeur, toi, Rémi, tu dis, non, excuse-moi, Xavier, tu dis, oui, Dortmund a gagné la Ligue des Champions. C'était en 1997, c'était au XXe siècle. Luis Enrique, c'est l'entraîneur du PSG qui a déjà gagné la Ligue des Champions. En finale aussi en 2013. Non, mais je te le rappelle quand même, ils sont arrivés en finale en 2013. Pas de problème. Si tu veux parler de l'historique sur les 10 dernières années... Oui, non, on va éviter, voilà. on n'a pas le temps de faire ça. On va éviter. Je disais donc que ensuite, quand on regarde les équipes les unes après les autres, je suis désolé, c'est pas le Dortmund de l'année dernière. C'est un Dortmund qui finit très fort avec Jude Bellingham. Jude Bellingham n'est plus là. Je rappelle, c'est plus le même Dortmund. En plus, j'ai vu leur début de championnat. C'est assez moyen. Avec les Choules. Messieurs, le championnat, ils ont déjà vieilli. Non, mais Chérif Guémour, le début. Messieurs, on ne vous entend plus. Le début de championnat du PSG. Tu viens de dire qu'il est moyen aussi. Donc tu peux pas dire que c'est pas grave si le début de PSG est moyen et le début de Dortmund est moyen, donc ils sont pas bons. On reste au niveau des individualités à un groupe parisien qui est supérieur à tous les 3 autres effectifs. Je suis désolé. Ok, on a au niveau des individualités, PSG est au-dessus. On a entendu vos réactions là-dessus. Je vous propose de passer du coup plus brièvement, s'il vous plaît, à notre autre club français qui se retrouve en Ligue des Champions. C'est Lens, les Lensois qui sont dans le groupe B aux côtés de Séville, du PSV Eindhoven issu des barrages d'ailleurs, et d'Arsenal. Alors avec tout le respect que j'ai pour Lens, est-ce qu'ils peuvent se permettre, les Lensois, d'avoir de vraies ambitions européennes? Rectifier quelque chose, parce qu'en France, on pense toujours qu'on est capable de gagner, de se qualifier. Et souvent, qu'est-ce qu'on voit ces dernières années? C'est souvent l'inverse. Donc c'est un groupe qui est quand même très fort. Oui. Et je pense que si Lens s'en sort, ce sera un petit miracle entre guillemets. Donc je trouve que ça va être effectivement très compliqué, parce que Séville est un habitué. Alors on va me dire c'est la Ligue Europa et ils jouent la Ligue des Champions, ils ont l'habitude de gagner en Ligue Europa, mais c'est une équipe qui a l'habitude des joutes européennes. Arsenal, c'est l'un des prétendants pour moi à la Ligue des Champions. Et il y a le PSV Eindhoven qui est habitué, qui la joue tous les ans. Donc Lens, c'est vraiment le petit pousset. C'est l'équipe qui, en France, on est comme ça. On met des équipes qui ne jouent pas la Ligue des Champions pendant 10, 15 ans. Et quand ils reviennent, on se dit, finalement, ils ont un groupe qui est jouable. Non, ils n'ont pas un groupe qui est jouable. Ils ont un groupe qui reste extrêmement compliqué. Et si jamais, moi, je pense que viser une 3e place, ce serait déjà très bien pour Lens. On parle d'un club qui revient dans l'élite française il y a très peu de temps. Même mentalement, c'est très compliqué à gérer de mener de front et la Ligue des Champions et le championnat français quand on n'a pas été à ce niveau-là depuis longtemps. Ils ont mal commencé, parce qu'on parle du Paris Saint-Germain qui a mal commencé il y a que 3 journées. Lens, ils ont mal commencé. Je pense qu'après, voilà, et il y a des raisons d'être inquiet, parce que quand vous perdez vos 2 meilleurs joueurs, même si vous les avez soi-disant remplacés, j'attends encore de voir un peu ce qui va se passer, mais quand vous perdez vos 2 meilleurs joueurs, c'est très inquiétant, surtout quand vous avez joué la Ligue des Champions. Ça, c'est typiquement ce que font les clubs français, et ça, c'est inquiétant. Voilà. Plus que le départ de Loïs Openda et de Seko Fofana, c'est effectivement ce rythme qu'ils vont découvrir et auquel ils ne sont pas du tout préparés. Mais je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission, donc on ne va pas répéter ce qu'on a dit il y a 15 jours. Et allez, je vais faire plaisir à Rémi maintenant en ce qui concerne le Real Madrid qui se retrouve avec Naples, Braga et l'Union Berlin. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront, Rémi, de vous demander s'il s'agit d'un groupe abordable, parce que vous allez me dire... Quoi qu'il en soit, le Real peut écraser tout et tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas une rencontre qui est particulièrement alléchante dans ce groupe? Moi, je pense à Naples-Real. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi? Tous les matchs du Real seront compliqués, contrairement à ce que vous avez eu à me dire. Parce que le Real est beaucoup décimé. Il faut savoir que le Real, actuellement, joue sans attaquant de pointe. C'est-à-dire qu'il y a quand même le meilleur joueur du Real qui est parti. Benzema, qui n'a pas été remplacé, même si Joselu a été appelé. Ce n'est pas le même calibre. Et là, le duo d'enfer, c'était avec Vinicius. Vinicius est out. Et quand vous regardez, celui qui était le plus grand rempart, c'est-à-dire c'est Thibaut Courtois, qui a toujours conduit le Real plus loin, il est out. Vous regardez celui qui dirigeait la défense, c'est Militao. Il est complètement out. Et quand vous regardez maintenant derrière, c'est encore beaucoup plus fragile parce que vous savez très bien que les gens comme les Mendy se blessent même quand il est couché. C'est-à-dire, c'est comme ça. Et vous savez que Carvajal également se blesse souvent après 8 matchs. Donc aujourd'hui, on attendait qu'il y ait un renfort au niveau du Real Madrid. Il n'y a pas eu. Le seul renfort, c'est Bellingham qui aujourd'hui devient le meilleur attaquant, le meilleur joueur
et d'ailleurs du mois. Alors là, c'est beaucoup inquiétant pour moi parce que ce Real aujourd'hui, quoi qu'on dise, on appelle quand même des gars peut-être du 2e étage pour venir renforcer maintenant le Real Madrid. Et ils sont 2. Une équipe qui veut jouer sur tous les fronts et qui veut gagner la Ligue des Champions, qui ne sait pas renforcer. Moi, je ne voudrais pas dire cocorico parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Qui vit d'illusion meurt de désillusion ». Et je ne vous ai pas oublié, hein, Xavier, notre Blaugrana à nous. Le Barça qui se trouve dans le groupe H avec Porto, le Shakhtar Donetsk et le Royal Antwerp, issu des barrages, hein, ce club également. Est-ce que ça semble jouable pour le Barça selon vous, Xavier ? Ah oui, beaucoup plus que ces 2 dernières saisons où ils étaient dans des groupes très difficiles. Et l'an dernier, notamment avec le Bayern et l'Inter de Milan, ils n'étaient pas passés. Ils s'étaient retrouvés reversés en Ligue Europa. Là, ils sont tête de série en tant que champion d'Espagne. Et puis Porto, ok, c'est solide. Le Shakhtar Donetsk, il ne faut pas oublier que c'est le club d'un pays en guerre. Donc, ils n'ont plus tous les Brésiliens avant. Ils n'ont plus que quelques joueurs ukrainiens de qualité, ceux qui ne sont pas partis jouer à l'étranger. Quant au Royal Antwerp, c'est la première fois qu'ils participent à la compétition. Oui. C'est un des 2 bisous avec l'Union Berlin. La première fois, c'était en 1956. Oui, la première fois qu'ils sont dans les poules de la Ligue des Champions, exact. Et donc, c'est un club qui a un bon niveau de football avec Marc Van Bommel comme entraîneur. Mais je pense que le Barça doit sortir de cette poule-là. Eh bien, en tout cas, on saura tout ça puisque la première journée de la Ligue des Champions, c'est très bientôt, les 19 et 20 septembre. Et puis, rapidement, un petit mot hein, pour donner l'information. Le tirage au sort de la Ligue Europa a eu lieu tout à l'heure, ce vendredi. Liverpool va se retrouver avec les Autrichiens du LASK, les Belges de l'Union Saint-Gilloise et Toulouse. Et puis, l'OM, l'Olympique de Marseille, devra affronter les Néerlandais de l'Ajax, l'AEK Athènes ainsi que Brighton. Et Rennes ? Vous avez oublié Rennes ? J'ai oublié Rennes. Oui, avec Villarreal, le Maccabi Haïfa et le Panathinaïkos qui a éliminé l'OM de la Ligue des Champions. Et ben voilà, on est au complet, je pense. On a dit les principales affiches. Conférence League aussi. Conférence League. La Ligue Europa Conférence. Non, mais parce que Lille, ils sont quand même dans un groupe avec un club des îles Féroé, le Klaskvik, qui participe pour la première fois de l'histoire des Coupes européennes à une phase de groupe de la Ligue. On a parlé de jour, tu nous as fait un carton vert sur... Exactement, voilà. Donc ils seront dans le groupe de Lille et on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Toute l'année va nous donner des nouvelles du club et c'est sympa. On passe d'une ligue à une autre maintenant. La Ligue africaine de football, elle avait été annoncée comme un tournant pour le football africain. Le coup d'envoi de cette ligue a été repoussé. Elle devait débuter en août. Finalement, la compétition va avoir lieu du 20 octobre au 11 novembre. Pour cette première édition, 8 équipes ont été divisées en 2 chapeaux en fonction de leur performance dans les compétitions de la CAF ces dernières années. Le chapeau 1 est très relevé puisqu'il est constitué d'équipes... uniquement d'équipes qui ont remporté la Ligue des champions africaines, c'est-à-dire l'Espérance Tunis, le Al Ahly FC, Wydad Casablanca ou encore Mamelodi Sundown. Dans le deuxième chapeau, on trouve le TP Mazembe, Simba, Pedro Luanda ou encore Enyimba. La deuxième édition va regrouper 24 clubs issus de 16 pays du continent, mais donc là, on commence avec une version un petit peu raccourcie. Le tirage au sort a lieu demain à 16h TU. Alors, quels sont, Xavier Barré, les enjeux de cette Super League pour le football africain ? Est-ce que c'est une manière de développer le football africain de club ? C'est l'ambition de la FIFA et de la CAF. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen. En fait, c'est la FIFA réutilise, Gianni Infantino réutilise la méthode Blatter pour essayer de renforcer leur position, ou plutôt de s'installer sur le marché des clubs. Ils avaient fait comme ça avec le mondial des clubs au début des années 2000. Ils étaient allés créer un mondial des clubs au Brésil d'ailleurs, avec les Corinthians de Sao Paulo, Botafogo, je crois, ou Vasco de Gama. Ils avaient réussi à faire venir Manchester United, qui était à l'époque champion d'Europe, vainqueur de la Ligue des Champions, et qui avait renoncé à la Cup pour participer à cette compétition. Et voilà, ils voulaient prendre le marché et les annonceurs et les sponsors qui vont avec, des compétitions interclubs. Ça a été un échec total. Donc là, ils réessayent à une dimension moindre avec cette compétition sur le continent africain, en prenant les clubs les plus réputés, quoique on peut discuter de la présence du Petro Atlético de l'Angola, qui lui n'a jamais gagné le titre en Afrique. C'est géographique, Xavier. Oui, non, mais c'est surtout les pays qui ont de l'argent, les pays pétroliers. Ah non, je suis d'accord. Non, mais, donc voilà, ils font cette compétition
Pourquoi pas, mais je ne pense pas que ce soit la bonne méthode pour faire avancer les compétitions interclubs en Afrique. Il faut développer plus la Ligue des Champions qui existe déjà et qui est une compétition qui est en train d'acquérir un certain crédit. Et justement, Chérif, vous ne pensez pas que ça mettrait un petit peu le bazar avec la Ligue des Champions de la CAF? On n'assisterait pas à un déclin de cette compétition? Non, c'est sûr que ça peut faire concurrence, mais le truc, c'est on essaye désespérément de resserrer une élite continentale du football de club africain. On essaye par différents moyens. Celui-là, il est un peu artificiel. Et il ne faut pas oublier que c'est juste une première étape avant la deuxième pour 2024-2025, avec là carrément 24 équipes. Là, ça devient du sérieux, pratiquement une ligue fermée. Il ne faut pas oublier non plus que l'un des principaux enjeux, c'est les enjeux financiers. Les enjeux financiers, c'est-à-dire exposer cette compétition embryonnaire pour l'instant, pour voir si elle va attirer des sponsors. Monsieur Motsepe nous a dit que il les accourait, on va bien voir, faire des audiences, et puis essayer de créer une histoire qui fasse que, sur le papier, parce qu'il y a quand même des grands champions africains, il y a quand même des géants africains, donc on va voir si la mayonnaise prend. Mais de toute façon, c'est un ballon d'essai, c'est une étape, c'est embryonnaire. Et puis surtout, on va compter ses sous. Rémi Ngono, cette compétition, elle s'étale sur 3 semaines seulement. C'est une façon de la rendre hyper attractive, non? Je vais vous décevoir parce que... Ah non, mais nous, on n'espère rien. Je vais vous décevoir parce que moi, je ne suis pas... Et je ne comprends d'ailleurs pas cette compétition. Parce que, comme on dit aujourd'hui, bon, on commence avec 8 clubs alors qu'on nous annonçait 24 clubs. Et surtout, on nous avait fait un tam-tam en disant que c'était beaucoup de millions, beaucoup de milliards qu'on allait y ramasser. La Ligue des champions africaine et à la Coupe aussi de la CAF. La Ligue des champions africaine existe depuis 1964 et a commencé en 1965. Vous ne parvenez pas à la développer. Mais maintenant, vous venez nous vendre une sorte d'enveloppe, une sorte de baudruche et puis tout le monde ici jette. Et qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que c'est le Qatar qui allait financer ça. Parce que c'est ça qui était le bonbon qu'on était en train de brandir aux gens. Et par la suite, on nous dit c'est l'Arabie Saoudite. Maintenant, ils disent que l'Arabie Saoudite va donner 200 millions de dollars. Et qui de 200 millions de dollars, ils disent 100 millions de dollars. Ils nous disent que maintenant, ce sera du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les confédérations africaines vont soutenir ainsi la candidature de l'Arabie Saoudite pour l'organisation de la Coupe du Monde. Donc, bref, aujourd'hui, on ne voit pas, puisqu'on est tout simplement dans des promesses illusoires. On est pratiquement dans ce qu'on peut appeler vendre une enveloppe vide. Moi, aujourd'hui, je suis beaucoup déçu parce que lorsque je vois les compétitions africaines actuellement, lorsque je vois les championnats africains qui ont des difficultés même parfois à démarrer, après vous prenez certains clubs, là vous dites que bon, maintenant, nous, on va vous prendre de façon élitiste, vous allez être dans un vase clos, on ne s'occupe pas des autres. Oui, parce que pour préciser, c'est vraiment une compétition fermée, les clubs sont désignés, il n'y a pas de qualification. Là-bas, c'est le paradis. Et puis, comme j'ai dit, tout ça est organisé finalement par la CAF, qui va donc privilégier certainement ces clubs qui seront sélectionnés, ou alors ça va faire embrouillamini parce qu'on ne saura même plus quelle compétition est en train de jouer. Et comme le dit malheureusement un proverbe africain, trop de cire dans l'église crée l'incendie. Vous êtes d'accord, Ludovic Duchesne? Je crois que c'est ni fait ni à faire. Là, je vais suivre Rémi par rapport à tout ce qu'il a dit. 3 semaines, non, je ne crois pas du tout que ce soit une bonne nouvelle. Ça ressemble à rien, en fait, ça ne veut rien dire. Je pense que on a l'impression d'un produit qui a été récupéré. Peut-être l'idée est bonne au départ et encore. Et après, ça se transforme en 3 semaines, 8 équipes au lieu de 24, ça devait s'appeler Super League, on change de nom au dernier moment. Moi, je trouve que c'est une catastrophe, c'est pas un bon exemple, c'est peut-être même pas du tout une bonne idée. Peut-être qu'il aurait fallu carrément l'annuler et repartir sur autre chose ou développer la vraie Ligue des champions africaine. Attendons la deuxième étape quand on passera à 24 clubs. Non, mais en même temps, mais Rémi a raison. Pour le moment, tu perturbes l'image que les gens. Parce que la CAF, ça parasitait la Ligue des Champions. Avec un seul sponsor d'ailleurs, une compagnie pétrolière française, actuellement développe la Ligue des Champions et également la Coupe de la Confédération. Et là, elle vient créer un produit, un ersatz qui sort d'on ne sait pas trop où, avec 8 clubs comme ça, parmi lesquels donc Enyimba vient de se faire sortir au premier tour des qualifications de la Ligue des Champions par le Ahly de Benghazi de Libye. Donc vous invitez un club sous prétexte qui est prestigieux et qui en fait s'était déjà fait éliminer de la Ligue des Champions.
ça ressemble à rien. Attendez l'étape d'après. Si jamais elle se produit, c'est-à-dire avec 24 équipes, là, il y aura d'autres équipes plus prestigieuses et on verra où ils en sont. Mais il y a quand même mieux pour préparer une compétition. Comme la deuxième édition du Mondial des clubs. Tu te rends compte un peu ? Moi, j'expose le projet. C'est pas dire que je le défends. Toi, t'as du bon sens. J'ai parlé de ballon d'essai. J'ai parlé de ballon d'essai. De compétition embryonnaire. On va suivre ce Donc ballon vous laissez le ballon existant pour aller chercher le ballon d'essai. Alors là, c'est monsieur vraiment shérif. Shérif, c'est comme si tu laisses un shérif comme toi, tu laisses un bandit de grand chemin et tu dis je m'en vais prendre à quelqu'un qui est supposé de devenir bandit. Mais attendez, shérif, tu es un mauvais shérif, tu es un shérif désarmé. Le shérif a toujours le dernier mot. Et quand son étoile tombe, quelqu'un la ramasse. En tout cas, on va suivre ce petit ballon. Pas n'importe qui, shérif. Proverbe kabyle. On suivra ce petit ballon et ce grand ballon évidemment dans Radio Foot International. Maintenant, il est temps de prendre la direction du Cameroun. Les lions indomptables du Cameroun. Un lion n'est jamais mort, même s'il dort, il reste toujours éveillé. Il revient tel Zinedine Zidane, parti en 2004, revenu moins de 2 ans après. C'est André Onana. Il avait annoncé sa retraite internationale en décembre dernier. Mais le portier camerounais va finalement revenir en sélection. Il figure dans la liste de Rigobert Song pour le match contre le Burundi le 12 septembre. Un match d'ailleurs crucial pour la qualification des Lions indomptables à la CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire en janvier prochain. En cas de défaite, les Lions indomptables ne verront pas Abidjan. Donc c'est un match très très important. Chérif Guémour, comment est-ce qu'on peut expliquer ce retournement de situation, ce retour d'André Onana dans les cages camerounaises ? La patrie en danger, peut-être. C'est puisque. Oui, dans l'affect. Non, puis l'intervention de grands anciens, tel Roger Mila, qui est intervenu, paraît-il, personnellement pour leur faire revenir sur sa décision. Elle semblait irrévocable, mais l'état du football camerounais, enfin de la sélection camerounaise, est tel que. Voilà, je pense que Onana a fini par comprendre que. C'était bien beau de briller en Europe. Il ne faut pas oublier qu'il vient de passer d'un club prestigieux à un autre club prestigieux, c'est-à-dire le Manchester United. Et ça ferait un peu désordre que le Cameroun ne participe pas à la CAN, qui, on le rappelle, devient un événement footballistique mondial de plus en plus suivi. Oui. Donc le Cameroun n'y participe pas. Enfin voilà, je pense qu'il y a d'abord l'appel de la patrie, puis un peu de raison. Et puis, évidemment, son remplaçant n'a pas été vraiment à la hauteur. Rémi Ngono, vous êtes d'accord avec ça ? C'est l'appel de la patrie ou bien il se passe d'autres choses derrière ? Première des choses, je vais démentir votre information. Et je risque de vous décevoir. J'étais le premier sur le plateau de RFI à dire que le Cameroun n'allait pas organiser la CAN en 2019. J'ai eu raison. Aujourd'hui, je peux vous annoncer que André Onana ne sera pas là. Pour la CAN ou pour les matchs de qualification ? J'ai dit qu'il ne sera pas là pour le match contre le Burundi. Vous êtes sûr de ça ? Je peux vous dire à l'instant T où nous faisons cette émission, André Onana ne fera pas partie des Lions indomptables à Garoua. Pourquoi ? Quelle est votre source ? Il est dans la liste. Madame, je devrais vous dire que je suis un journaliste et ne me dites pas quelles sont mes sources parce que j'ai des vraies sources. Tout comme, même quand il y a toujours quelque chose, je vous annonce en avance. Je peux vous dire une chose. André Onana n'a pas eu de contact téléphonique ou physique avec Rigobert Song. Rigobert Song, en conférence de presse, a déclaré, je cite, « Il n'y a jamais eu de problème, Onana. Il a fait ce qu'il fallait pour revenir. » Or, en réalité, ni Onana n'a parlé avec même encore avec le président de la fédération, Samuel Eto'o. Lorsque Rigobert Song a d'abord lancé l'information, la liste, qu'est-ce que Onana a publié? On a immédiatement écrit « Le mensonge donne des fleurs, pas des fruits ». Un proverbe qu'il fallait réfléchir. Et alors, je me suis mis à fouiller. Et après avoir fouillé, je me suis rendu compte que Onana, même lorsqu'il a d'abord été appelé
au match précédent. C'était un match amical contre le Mexique. Le fallacieux prétexte qui avait été trouvé et qui était valable, c'était qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait une finale de Ligue des Champions. Pour l'instant, Onana n'avait eu de contact qu'avec le ministre des Sports. Or, le ministre des Sports est presque en bataille avec Samuel Eto'o. Maintenant, Rigobert Song, lui, il a juste placardé un nom. Parce que je peux vous dire aujourd'hui, Onana a un fort caractère. Samuel Eto'o le considère comme son fils. Il a un fort caractère. Rigobert Song a un fort caractère. Personne ne veut négocier avec l'autre, d'autant plus que le ministre, lui aussi, il a un fort caractère. Résultat des courses, on est en train de nous jeter juste de la poudre aux yeux. Onana ne viendra pas. Au moment où je vous parle, Onana ne viendra pas parce qu'il y a juste un proverbe africain qui dit « Oiseau de proie ne s'assemble pas ». Eh bien, ce sont vos informations que vous venez de nous livrer, Rémi Ngono. En tout cas, le dénouement, eh bien, ce sera le 12 septembre à Garoua. Est-ce que Onana sera dans les cages des Lions indomptables? Nous, on pensait que oui. Vous nous dites que nous. Si Biya intervient, le président, le chef de l'État, lui seul actuellement, peut-être, peut intervenir comme il a souvent eu à intervenir. Mais je confirme à 100%, pas 99%. Au moment où je vous donne cette information, Onana n'est pas prêt à revenir en sélection nationale. Après, si c'est ça, ça veut dire que c'est pas sérieux jusqu'au bout. Parce que si le sélectionneur ne parle pas avec un joueur qui a été exclu ou qui est parti de la sélection pour indiscipline, là, c'est même plus grave que ça. C'est-à-dire que si vous sélectionnez un joueur dans une liste de 24 et qu'il n'est même pas prévenu, et en tout cas qu'il n'y a même pas eu de discussion, ça veut dire qu'on touche le fond du côté du Cameroun. On verra ça en tout cas. On a un petit peu de temps. Ce sera le 12 septembre à Garoua et on suivra ça de près sur RFI. Je vous propose de regarder parce qu'on joue quand même ce week-end en football et il y a quelques belles affiches. Et je vous propose de faire un petit briefing des matchs de ce week-end. Allez, on se projette sur le week-end avec de très belles affiches. Arsenal-Manchester United pour commencer. Le 5e contre le 8e de Première Ligue. Deux clubs qui retrouvent la Ligue des Champions. Eux qui ont été habitués dans le passé à jouer ensemble au sommet. Ludovic Duchesne, elle n'a pas un petit goût des années 2000, cette rencontre? Si, il y a d'autres clubs qui sont entre-temps qui ont pris le leadership. Non, c'est une belle affiche. Ils ont fait une belle saison l'an passé. Mais, les deux? Les deux, 2 et 3. Donc, ils ont fait une belle saison, tous les deux. Après, voilà, il y a eu 3 journées. Moi, je ne veux pas tirer non plus de conclusion parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Arsenal s'est fait rejoindre par Fulham. Voilà, pour ceux qui ont vu le match, c'était très improbable. Manchester a déjà perdu à Tottenham. Donc, voilà, c'est le début de saison. Ce qui est sûr, c'est qu'on sent quand même une volonté du côté d'Arteta et d'Arsenal de s'asseoir de nouveau parmi les 4, d'être là. Je pense qu'ils ont d'énormes ambitions également au niveau européen. Ils ont fait des transferts qui, moi, me semble ambitieux, voilà, avec un milieu de terrain qui a très peu d'égal, à mon sens, en Europe. Donc, il continue de travailler, continue d'asseoir sa philosophie à l'intérieur de ce club qu'il est en train de transformer. Donc, je trouve que oui, c'est forcément un choc en Angleterre. On a perdu un peu Liverpool, on a perdu Chelsea. Voilà, c'est des clubs qui ont été relégués l'année dernière et que Arsenal veut s'asseoir maintenant très clairement à la table de Manchester City parce que l'objectif d'Arsenal, c'est d'être champion. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Ils ont raté de peu la marche la saison dernière. Ouais, ils ont raté de peu la marche, les Gunners, la saison dernière. Et cette année, ils veulent absolument jouer les premiers rôles. La seule chose, c'est qu'ils ont la Ligue des Champions en plus. Et donc là, il va falloir réapprendre à jouer ces matchs tous les 3 jours. Parce que quand vous êtes en Ligue Europa, en général, vous faites tourner. Quand vous êtes en Ligue des Champions, vous ne pouvez pas. Vous alignez vos titulaires en championnat le week-end et en Ligue des Champions. Donc, pour Arsenal, c'est un rythme à retrouver. Manchester United n'a pas toujours été en Ligue des Champions ces dernières saisons, mais ils y ont été régulièrement. Donc, c'est un match qui est déjà couperé, en fait, pour les ambitions des deux clubs. Parce que dans un championnat où Manchester City est déjà parti devant, là, 3 points, ça compte. Ça compte. Donc, psychologiquement, alors ça compte mathématiquement, mais ça compte encore plus psychologiquement. Chérif, je vous vois acquiescer. Oui, non, on a l'impression que City va conserver son titre. Qui va finir deuxième? Ça sera vraisemblablement entre Arsenal et Manchester United. Pour moi, c'est une affiche un peu déclassée. Liverpool aussi, il sera peut-être pas loin. Cette année. Oui. Il faut voir, mais...
Faut voir, ils ont des ambitions, ils veulent revenir en tout cas. Oui, on se reporte. Il rate 2 saisons de suite quand même. Enfin, on se reporte un peu sur la saison dernière. Pour moi, c'est une affiche un peu déclassée par rapport au prestige qu'elle avait avant. Sinon, juste une remarque de forme. C'est une affiche qui tombe bien pour la Première Ligue quand on sait cet été toute l'importance qu'a pris le championnat saoudien. Alors évidemment, le championnat saoudien, c'est pas la Première Ligue, merci, je le sais. Mais au niveau de l'impact que ça a eu, la Première Ligue, avec cette affiche qui tombe très tôt, une fois de plus, début septembre, ils vont rappeler qui est le patron. Chérif, ça fait plusieurs années, pour pas dire presque plusieurs décennies, que la Première Ligue programme des chocs très tôt dans la saison. Je suis d'accord. Justement, pourquoi bien sûr. Pour générer quoi? Pour générer des abonnements. Parce que les gens s'abonnent quand? Ils s'abonnent en début de saison. Oui, et d'ailleurs, Chérif vous disait que ça tombait à pic. Non, mais ça tombe pas à pic seulement à cause du championnat saoudien. Ça fait des années que la Première Ligue, et d'ailleurs les grandes ligues font la même chose, programment des affiches dès les premières journées. Et en France, c'est pareil. On a eu PSG Lens, on a Lyon PSG. Sur les transferts prestigieux et sur les sommes qui ont été investies, la Première Ligue revient avec son produit, c'est-à-dire le championnat, une super affiche. C'est aussi genre de considération. Très rapidement, un mot de Ligue 1 avec cette rencontre entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Un choc quand même du championnat de France, on peut le dire. Je suis pas sûr. Comment? Non, je suis pas sûr. Mais justement, donc un choc dans une atmosphère complètement délétère. Non, je suis pas sûr. Quand je vois ce qu'on est en train de faire de Lyon, moi, ça me fait énormément de peine. Je suis pas lyonnais. C'est cette donc rencontre. J'ai aucun souci avec ça. Mais je trouve que pendant des années, quand QSI est arrivé, il y avait un club en France qui était capable de battre le Paris Saint-Germain, même à son top, c'était l'Olympique Lyonnais. Et d'ailleurs, ils l'ont fait régulièrement. Il n'y en avait pas deux, il y en avait un pour moi. Et quand on voit ce qu'ils sont en train de devenir, c'est assez catastrophique. Ils ont fini 7e l'année dernière en faisant une deuxième partie de saison remarquable, où Laurent Blanc a pu quand même performer. Mais cette année, moi, je suis encore plus inquiet. Je trouve que c'est n'importe quoi. Les recrues, j'en parlerai tout à l'heure dans mon carton rouge, mais je trouve que c'est ce qui se passe en dehors et sur le terrain. Je trouve que c'est n'importe quoi. Donc, en fait, c'est ça ma question. Donc, je ne crois pas que ce soit un choc. Il y a du jeu côté lyonnais ou pas du tout? Il y a du jeu. Oui, côté lyonnais. On a vu du jeu un peu contre Strasbourg pendant une demi-heure. Il y a eu du jeu. Et après, je dirais qu'on n'en a pas vu à Nice, ça c'est une certitude. Contre Montpellier, ils ont été ridicules. Donc, non, c'est vraiment un club, une équipe qui se cherche. Et puis, le dernier exemple, c'est Barcola qui s'en va. Enfin, tous les signaux pour moi sont au rouge. Ludovic, on va être cynique. Tout le monde attend la fin de Laurent Blanc. C'est la question. Est-ce qu'il saute après ce match, Laurent Blanc? Non, mais si on est vraiment cynique, c'est ce qui devrait se passer parce que on voit pas ce Lyon-là battre le PSG. Non. Et donc, ça va faire encore un mauvais résultat. C'est le problème, Chérif, ça. Est-ce que c'est le problème de Lyon aujourd'hui, c'est Laurent Blanc? Non, mais c'est un des à côté. Sur le terrain, c'est réglé. Lyon ne produit pas de jeu. Non. Lyon ne peut pas battre le PSG, sauf un sursaut vraiment miraculeux. Donc voilà. Sauf qu'il n'y aura pas la Casette, je crois. Il est encore suspendu. Oui, il est encore suspendu. La Casette. Non, c'est catastrophique. Sincèrement, c'est catastrophique. On est d'accord. Rémi Ngonan, un petit mot, votre avis sur cette rencontre? Déjà, quand vous regardez que Aulas dit maintenant qu'il doit saisir les comptes de... C'est fait. Ouais. Alors, imaginez, comme on dit, l'ambiance et tout ça, et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas un problème de Laurent Blanc. Mettez n'importe qui, mettez Guardiola là, ce Lyon-là finit pratiquement relégable. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le problème c'est qu'il n'y a plus d'organisation. C'est un Lyon qui est sans âme, c'est un Lyon qui a perdu sa crinière et toutes ses dents. C'est un Lyon qui ne vaut même plus un chaton. Et c'est un Lyon qui connaît la désorganisation, chacun va à son côté, bon voilà. La force de la chaîne vient du maillon, dit un proverbe africain. Lyon n'en a plus. Et bien sur ces mots, je vous propose, messieurs, de passer au carton. C'est l'heure des cartons. Carton jaune. Un carton qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Alors des cartons, ceux de vous, chers consultants, mais aussi ceux de nos auditeurs. On commence évidemment par vous, chers auditeurs, chères auditrices, des cartons sélectionnés par David Finzel. Bonjour la famille Radio Foot, comment allez-vous? Moi c'est Draman depuis le Ghana. Juste vous souhaiter bonne émission et je vous salue, surtout le Ngono. Je suis un Barcelonais mais je t'aime fort. Merci à toute l'équipe.
Bonjour Radio Foot International, c'est la part d'Ahmed Moussa depuis l'extrême nord du Cameroun. Mon carton est rouge adressé au Paris Saint-Germain qui se trouve dans le groupe de la mort. Je pense que le PSG est en danger parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « Celui qui veut manger du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles ». Donc le PSG est bien prévenu. Salut Sarah Loubakouche ainsi qu'à toute la team du Café des Sports, c'est Oumar Barrow depuis le Sénégal. Et bien pour cette émission, je voudrais attribuer un carton bien vert à Thierry Henry qui vient d'être nommé officiellement à la tête des Bleus et nous lui souhaitons un grand succès, nous lui souhaitons bon vent et nous rêvons du duo Kylian Mbappé-Thierry Henry au JO de Paris. Kiki au front de l'attaque et Titi sur le banc, eh bien ça promet. Bonne émission à tous. Salut Radio Foot, je suis Kolani depuis Lomé. Je donne un carton jaune au Real de Madrid pour leur mercato. Ils ont pris Jude Bellingham, c'est bien, un super joueur, mais c'est insuffisant. Nous les supporters, on attendait un bon neuf, un numéro 9, un pur 9, à la Harry Kane ou bien à la Osimhen, mais on est resté sur notre fin. Carton jaune à l'équipe Real de Madrid et bonne émission. Nous les fans, on est un peu déçus. Merci. Radio Foot International, Sadia Kambaye depuis Dakar, carton rouge à Barcelone. Pourquoi laisser Ansu Fati partir à Brighton alors que l'attaque de Barcelone est beaucoup plus faible en ce moment? C'est vraiment malheureux pour nous, c'est vraiment malheureux, c'est inquiétant. Carton rouge à Sadio. Salut Café des Sports, c'est Jovel Monda du Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à Darwin Nunez, le joueur de Liverpool. Il est entré en jeu, il a marqué un doublé vers les 10 dernières minutes. Darwin Nunez, carton vert. Voilà pourquoi on aime ces sports. Bon Café des Sports. Salut Radio Foot International, Kamisoko Sekou depuis les Émirats Arabes Unis. Mon carton est jaune, c'est à Ramdan Kolomwani pour son comportement envers son ex-club. Même si l'opportunité de venir au PSG est un bon défi. Ciao, bonne émission. Bonjour Radio Foot International, c'est Tiba Beni depuis Congo-Brazzaville. Alors je donne un carton vert à Bellingham. L'orgueil essaie de dire à Xavier Barré qu'il est temps de quitter le Barça pour venir au Real Madrid. Car c'est lui l'homme de la Liga et du Real Madrid du moment. Bye bye bye. Salut au Café des Sports de RFI. Moi c'est Baye Makumba Diop depuis le Sénégal. Carton vert à Sarah Lubaski. Parler football au sein des hommes n'est pas facile. Mais Sarah, vous avez bien tenu la baraque. Et j'espère que vous êtes mariés. Si tel n'est pas le cas, alors je me postule, je dépose ma candidature. Salut à tous, bon week-end. Alors, une candidature qui sera étudiée avec soin par monsieur David Finzel. J'ai mon agent. J'ai mon agent. Mieux que Raymond Domenech avec Estelle ce soir là en direct. Allez, on se reconcentre, messieurs. On passe maintenant à vos cartons à vous. Un carton rouge, Rémi Ngono. Rouge, comme justement ta tenue. Alors, c'est la Fédération malienne de football à qui je donne ce carton rouge pour son manque de sérieux. Vous vous rendez compte? Cette fédération vient de réélire Mamoudou Touré. Vous vous rendez compte? Mamoudou Touré comme président de leur fédération. Président. Mais le problème, c'est que... Mais... Le gars est en prison depuis le 9 août. Voilà. Il est en prison pour des détournements et tout, mais les gars, ils se réunissent en assemblée générale extraordinaire. Il n'y a personne d'autre qui peut vous voir. Ils sont là 63, presque les 61 personnes. Une personne qui s'est abstenue et l'autre contre. Une seule voix contre. Et ils ont dit, le seul homme qui peut sauver notre football, c'est le prisonnier qui est là-bas. Il va nous diriger à partir de la prison. Et c'est lui que nous élisons. Qu'est-ce que ça va faire? Cela veut dire tout simplement, il montre le mauvais exemple comme une mafia où on dit que nous sommes solidaires avec ceux qui sont dans les détournements, puisque justement, ils le prennent comme un chef de gang qui est devant la tête d'une fédération. Et comme le dit un proverbe africain, le coq qui est placé en haut salit les poules qui sont en bas. Rémi, d'ailleurs, vous savez pourquoi il n'y avait pas aucune autre liste n'a été validée pour cette histoire d'élection à la Fédé camerounaise malienne, pardon. Malienne. La fédération camerounaise. Non, malienne. La FEMA Foot. Bon, allez-y. Non, est-ce que vous savez pourquoi? Il y a 12 raisons qui m'ont été données. Donc, je ne trouve aucune raison là-dessus.
Très bien. Un autre carton rouge, celui-ci, de Ludovic Duchesne. Alors, je ne vais pas faire aussi fort que Rémi. Je n'ai pas de prisonnier. Personne n'est en prison. C'est vrai ? Moi, il est adressé à John Textor. Il n'est pas en pour prison. l'ensemble de son œuvre. Il n'est pas arrivé depuis longtemps. Mais déjà, je trouve que ça suffit, c'est trop. Voilà, pour son incompétence. Il avait échoué devant la DNCG, ce qui a plombé en partie le début de saison de l'Olympique lyonnais. En déclarant notamment que les jeunes allaient rester à Lyon, etc. pour le projet. Pourquoi pas, c'était bien. On s'est rendu compte que Lukeba et Barcola sont donc partis. C'était les deux produits vraiment de l'OL. C'était les deux joueurs sur lesquels on pouvait s'appuyer cette saison. Ils sont partis. Il y a maintenant les déboires avec Jean-Michel Aulas. Je ne rentre pas dans les détails non plus. Mais il fallait le respecter. Non, mais je veux dire, il fallait le respecter. Il a été 36 ans président de l'Olympique lyonnais. C'est sans doute le plus grand président, tout club français confondu, qu'on a eu. Il fallait le respecter, pas le jeter au bout de 3 mois, alors qu'il devait être là 3 ans. C'est un ensemble de choses. Je trouve qu'il est en train de détruire le club. La nomination également de Santiago Cucci en tant que directeur exécutif, là aussi, je ne comprends pas. En fait, on a du mal à comprendre qui commande le club. Donc c'est un ensemble de choses. Moi, ça me touche. Je suis journaliste, je suis pas du tout supporter, mais je trouve que... Vous n'êtes pas du tout supporter ? De Lyon ? Oui. Ah non, pas du tout. D'accord. Non, c'est pas mon club, pour tout vous dire. Ah, mais je trouve que c'est dommageable pour l'ensemble du football français. Je trouve que je pense que Lyon avait déjà un genou à terre, parce que ça fait quand même 3 ans qu'il ne joue pas la Coupe d'Europe. Là, je trouve. Pas de la faute de Textor. Et c'était pas la faute de Textor. Non, mais il est en train de mettre le dernier coup pour mettre les deux genoux du club à terre. Et toutes ces dernières décisions sont un non-sens, en fait. Il va contre l'intérêt même de ce club. Et je trouve que c'est juste lunaire ce qui se passe à l'OL aujourd'hui. Vous êtes le genre de personne qui accuse le morguier au lieu d'accuser le marabout. J'accuse John Textor. Chérif Guémour, à présent, je crois que vous ne vous contentez pas d'un carton vert, mais de 2. 2 cartons verts, oui, ça aurait pu être un carton orange parce que j'ai parlé du football néerlandais. Ah, d'accord. Alors, je vais commencer par le premier, c'est un hommage au grand gardien de but Jan Youngbloed, qui est décédé avant-hier. Alors, Jan Youngbloed, je rappelle, c'est le grand gardien de l'équipe des Pays-Bas qui a été finaliste à la Coupe du Monde en 74 et en 78. Quand on entend ce nom-là, c'est tout de suite la Madeleine de Proust qui nous revient. C'est les souvenirs, c'est la grande équipe des Pays-Bas de 74, de 78, avec Johan Cruyff, avec Krol, enfin tous les joueurs qu'on a adorés. Donc il est mort cette semaine d'une longue maladie. Alors il a laissé un souvenir mitigé un peu quand même aux Pays-Bas parce qu'on lui a reproché un peu d'avoir pas été exactement très fort à la finale en 78 quand même. Hein. Pardon ? C'était un peu le point faible de l'équipe. D'ailleurs, c'était le gardien remplaçant en fait. Oui, mais en 74, c'est pour ça que hommage à lui, mais bon, il faut pas en rajouter. En 74, il a été parfait. Il avait une particularité, c'est qu'il jouait sans gants. 78, il en avait. Et le deuxième petit c'est carton. C'est les gants qui arrêtent la balle. Oui, c'est une question de ressenti. Et mon deuxième carton, alors là, c'est accessoire, c'est la qualification évidemment du PSV Eindhoven cette semaine en Ligue des Champions contre les Rangers. 5-1. Quant à vous, donc moi, je vais faire un carton vert, mais je vais devoir le faire plus vite. Oui, désolé. Parce que oui, ça c'est les collègues se sont un peu étendus. Donc oui, carton vert pour une situation où j'espère que l'Olympique Lyonnais ne se retrouvera pas, c'est-à-dire en national, le championnat de 3e division française, où est le FC Sochaux, qui va recevoir ce soir au stade Bonal. Plus de la moitié des places ont été vendues pour un match de 3e division. Les supporters se sont mobilisés pour sauver le club de la faillite. Ils ont créé notamment le Socio Show. De Sochaux, le Socio Show. Ils ont ramassé 600 000 €. Parmi ces Socio Show, il y a beaucoup d'anciens joueurs du club et même d'anciens professionnels qui n'ont pas joué à Sochaux, qui ont donné de l'argent. Et grâce à cela, le FC Sochaux est reparti en 3e division avec l'ambition de revenir rapidement dans le monde professionnel. Bravo à tous. Merci beaucoup, messieurs. C'est ici que se termine notre Café des Sports. Merci d'avoir partagé ce café avec moi, messieurs, vous qui êtes autour de cette table. On vous souhaite à toutes et à tous une bon mariage. une bonne journée à l'écoute de RFI.